Madame, le président de la République française désire s'entretenir personnellement avec vous. L'écho de cette phrase anéantit instantanément toute discussion dans la salle, figea chaque objectif de caméra, suspendit chaque respiration. Car l'agent de la sécurité présidentielle ne parlait pas à mon père d'adoption, l'amphitryon de ce gala de bienfaisance. Il ne parlait pas à mes sœurs, qui avaient consacré leur précédente à poser pour les objectifs et à donner des interviews sur le patrimoine philanthropique familial. Il me parlait, à moi, la jeune femme noire dans un uniforme de service, une main tenant un plateau de flûte de champagne, m'efforçant de demeurer invisible dans un recoin de cette salle de bal qui fut jadis mon foyer. Connaissez-vous l'adage sur le karma? Il ne se contente pas de frapper à votre porte. Parfois, il se pose sur votre pelouse dans un jet privé, avec pour passager l'homme le plus influent du pays. Mon nom est Chloé, et ceci est l'histoire de comment, de fille adoptive indésirable expulsée avec pour seul bien une boîte de lettres, je me suis retrouvé devant les caméras, mon fiancé milliardaire me présentant comme sa future épouse, pendant que le président me serrait la main. Mais avant de vous narrer mon parcours, permettez-moi une question. Comment se déroule votre journée? D'où suivez-vous cette histoire? J'espère, où que vous soyez, que vous vous trouvez dans un lieu que vous considérez comme votre chez-vous. Car un chez-soi, c'est ce que j'ai passé le plus clair de ma vie à rechercher. Si jamais vous avez ressenti un sentiment d'inadéquation, l'impression de devoir sans cesse prouver votre valeur à des gens qui vous avaient déjà jugée insuffisante, alors ce récit vous est destiné. N'oubliez pas de vous abonner, car la suite des événements a bouleversé toutes mes certitudes sur la famille, l'amour et la justice. Commençons par le commencement, à l'époque où je nourrissais encore l'illusion que, à force de persévérance, je pourrais mériter ma place au sein de la famille Moreau. J'avais 7 ans quand Monique et Pierre Moreau m'ont sorti d'un foyer d'accueil. Monique avait toujours rêvé d'avoir une autre fille, m'avouait elle plus tard, et mon sourire lumineux, ainsi que ma capacité à dévorer des romans bien avant l'âge, l'avaient séduite. Je me croyais la plus chanceuse des petites filles. La propriété familiale Moreau en Normandie incarnait tous mes rêves d'enfant ballottés entre diverses familles. Une chambre à moi, avec des bibliothèques murales, un jardin immense doté d'une balançoire, et 2 sœurs aînées, Sandrine et Valérie, que j'imaginais m'initiant à l'art des tresses et me confiant leurs secrets. Monique était la mère que j'avais toujours espérée. Elle me faisait la lecture chaque soir, m'assistait pour mes leçons et vantait mes résultats scolaires impeccables à ses amis. Lorsque j'ai remporté le concours scientifique de l'école en CE2, elle a fièrement exposé mon prix sur le réfrigérateur, à côté du trophée de foot de Sandrine et de la récompense artistique de Valérie. « Tu es tout aussi brillante que tes sœurs », me glissait-elle à l'oreille avant de dormir. Ne laisse jamais personne t'affirmer le contraire. Pourtant, même à cet âge tendre, je n'étais pas dupe. Je percevais la crispation de la mâchoire de Pierre quand Monique me couvrait d'éloges. Je surprenais les messes basses de Sandrine et Valérie, s'étonnant de ma dissemblance avec le reste de la famille sur les clichés de Noël. Je ressentais le poids des regards insistants quand nous nous déplacions en public. Malgré tout, je m'accrochais à l'idée que l'amour triomphait de tout. L'amour de Monique était mon bouclier. Je me suis donc dévoué à incarner la fille idéale, résultats scolaires irréprochables, conduite exemplaire, gratitude infinie. Au lycée, j'étais major de promotion, capitaine de l'équipe de débat et admise dans 3 prestigieuses grandes écoles parisiennes. J'étais convaincu d'avoir enfin prouvé ma légitimité en tant que Moreau. Quelle erreur! Les fêlures, toujours présentes, devinrent des gouffres béants durant ma terminale. Pierre n'assista à aucune de mes compétitions de débat, pas même au final national que j'ai remporté. Sandrine et Valérie avaient depuis longtemps abandonné toute prétention de fierté, roulant des yeux à chaque nouvelle mention de mes succès par Monique. Elle en fait tellement, surpris-je Valérie dire à une amie. Son désespoir pour s'intégrer est franchement pathétique. Le mot « désespoir » me cingla le visage. Étais-je donc cela? Désespéré. Mais Monique était là, mon indéfectible soutien, la seule mère à croire en moi. Tant qu'elle vivait, j'avais un port d'attache. Son amour était mon unique certitude d'appartenance. Cette conviction m'a porté durant toutes mes études. Même quand le reste de la famille me signifiait que ma présence n'était souhaitée qu'à la demande expresse de Monique. Même quand Pierre me présentait comme « l'œuvre charitable de Monique ». Même quand Sandrine, pour ses fiançailles, omit de me nommer demoiselle d'honneur. Monique était mon phare. La preuve vivante que le nom Moreau avait un sens pour moi. Quand la maladie la frappa lors de ma 3e année,
je sacrifiais mes week-ends pour être à son chevet. Sa mort brutale, d'une crise cardiaque, durant ma dernière année, faillit emporter mon propre cœur. Mais jamais je n'aurais pu concevoir que sa perte entraînerait la perte de tout le reste. La lecture du testament se tint 3 jours après l'enterrement. Je me trouvais au cabinet d'avocat, encadré par Sandrine et Valérie, encore vêtues de la robe noire que Monique m'avait offerte. Persuadé que les liens du sang et du cœur survivaient à la mort. Le notaire se racla la gorge. La propriété normande revenait à Pierre. Les portefeuilles d'actions et les économies étaient partagés entre ses filles biologiques. Les bijoux de Monique, ses œuvres d'art, jusqu'à sa bibliothèque, tout fut distribué entre Sandrine et Valérie. Quant à Chloé Moreau, reprit le notaire, et une lueur d'espoir naquit en moi. Monique lui lègue sa correspondance personnelle, rangée dans une cassette en bois au grenier. Des lettres. Rien que des lettres. Sandrine laissa échapper un rire sonore. C'est tout? De vieux bouts de papier? L'humiliation me monta aux joues. Je me persuadai qu'un trésor de mots se cachait dans ces missives. Une explication à cet amour singulier que Monique me portait. Cet espoir ténu me soutenait encore 3 jours plus tard, quand Pierre frappa à ma porte pour m'annoncer que j'avais jusqu'à la fin de la semaine pour vider les lieux. Cette demeure appartient désormais à la famille, déclara-t-il, le regard fuyant. Monique n'est plus, il est temps que tu voles de tes propres ailes. Mais je fais partie de la famille, articulai-je, ma voix un filet fragile que je méprisais. Son expression demeura impassible. Tu étais la bonne œuvre de Monique, Chloé. Nous t'avons supporté pour lui faire plaisir. Elle n'est plus là. Cessons cette comédie. Tu n'as jamais été des nôtres. Cette nuit-là, au grenier, je découvris la cassette. Elle contenait des dizaines de lettres. Mes mains tremblaient en ouvrant la première, rédigée de ma main d'enfant de 8 ans, une promesse de rendre Monique fière. À la fin, son écriture, tu me rends déjà si fière, chaque jour. Affectueusement, maman. Toutes les lettres que je lui avais adressées y étaient. Chaque carte, chaque mot. Elle avait tout conservé. Au fond, une autre enveloppe. Scellée, mon nom inscrit d'une main affaiblie, daté de 2 semaines avant sa mort. C'est ici que mon histoire bascule. Car cette enveloppe contenait une vérité qui allait redéfinir mon existence et attirer ce jet privé sur la pelouse de mon ancienne demeure. Restez avec moi, car ce que cette lettre m'a révélé m'a propulsé sur une trajectoire inattendue. Cliquez sur j'aime si vous voulez savoir comment le mensonge de mon adoption m'a mené, des années plus tard, à une rencontre avec le président de la République française. Le récit ne fait que commencer. La missive de Monique, bien que brève, était une bombe. Ma Chloé chérie, débutait-elle, si tu lis ces lignes, je ne suis plus de ce monde, et je prie pour que Pierre fasse preuve d'une clémence que je redoute absente. Il y a des vérités que j'aurais dû t'avouer il y a bien longtemps. Des vérités que ma lâcheté m'a empêché de formuler. Mes mains tremblaient si violemment que les mots dansaient. Tu ne devais jamais être une œuvre de charité. Ta mère biologique, Sophie, fut ma plus chère amie d'université. Enceinte à 19 ans, incapable de t'assumer, elle m'a fait jurer de t'élever comme ma propre chair. Mon adoption n'était pas un acte de pitié, Chloé. C'était une promesse faite à Sophie, qui savait que je chérirais le trésor qu'elle ne pouvait garder. Les larmes brouillaient ma vue. Sophie est décédée dans un accident de la route à tes 3 ans, juste avant la finalisation des papiers. Elle ne t'a jamais vu t'épanouir. Mais elle t'a laissé un héritage, que Pierre ignore. Dans mon coffre à la banque, une enveloppe t'attend. Elle contient assez pour que tu bâtisses la vie de tes rêves. Sophie tenait à ce que tu ne sois jamais à la merci de la bienveillance d'autrui. La lettre détaillait les coordonnées bancaires et l'emplacement de la clé. Je n'étais pas une cause humanitaire. J'étais l'enfant de sa meilleure amie. Ma mère biologique m'avait laissé une fortune. Mais la trahison de Monique était immense. Elle m'avait laissé vivre dans le mensonge pendant 20 ans. Le lendemain, je me rendis à la banque. Le coffre contenait une somme considérable et des photos de ma mère biologique. Le portrait crachait de moi. Pour la première fois, j'avais le choix. Je pouvais partir avec fierté. Mais je devais d'abord me confier. À Léo. Léo Dubois fut mon jardin secret pendant 2 ans. Rencontré en cours d'économie, il était le seul à comprendre mon sentiment de n'être jamais à ma place.
Tu n'as rien à prouver, me disait-il. Son premier baiser fut une révélation. Notre relation, d'abord discrète, était un monde à nous. Il rêvait de technologie verte, je visais le droit de la famille. L'amour avec Léo était une évidence, pas une récompense. J'aurais dû me méfier de ce bonheur parfait. Le repas de la Toussaint, lors de ma 3e année, marqua le début de la fin. J'avais demandé à amener un ami. À notre arrivée, l'ambiance se glaça. Seule Monique l'accueillit chaleureusement. Pierre, lui, me convoqua dans son bureau après le dîner. Ce garçon vient d'une famille fortunée, attaqua-t-il. Sois honnête, Chloé. Que espères-tu? L'insinuation était claire. Vous croyez que je suis une profiteuse? Je crois que nous avons trop investi en toi pour te laisser faire une erreur, rétorqua-t-il. Investi? Monique a investi, pas vous. Son expression ne scia pas. Ta position ici est précaire. Une relation avec ce garçon, qui va certainement creuser ton passé, est une menace. Cette nuit-là, le poison du doute s'insinua en moi. La fin survint 2 semaines plus tard. Je devais retrouver Léo à la bibliothèque. J'étais en retard. Par la porte entr'ouverte de notre salle d'études, je vis Léo et Sandrine. Ma sœur, en larmes, lui parlait. Je m'inquiète pour elle, sanglotait-elle. Chloé est fragile. L'orphelinat l'a marquée. Elle s'attache de manière maladive. Mon sang se figea. Sandrine continuait son numéro. Nos parents sont inquiets. Elle n'a jamais eu de relation saine. Elle projette ses angoisses sur toi. La voix de Léo était posée. Elle me paraît forte. C'est une façade, insista Sandrine. Elle m'a confié ses projets d'avenir avec toi. Elle est persuadée que tu vas l'épouser. C'était la vérité. Je rêvais de cet avenir. Chloé a toujours manqué de repères, acheva Sandrine. Elle cherche désespérément un ancrage. Son intensité peut être étouffante. Je ne pus en supporter davantage. Je m'enfuis. Léo m'appela 17 fois ce soir-là. Il vint frapper à ma porte le lendemain. Je l'ignorais. Finalement, un texto lapidaire, Sandrine a raison. Je me suis fait des films. Faisons une pause. Il tenta de rappeler. J'avais déjà bloqué son numéro. 2 semaines après, je le vis avec une autre. Fin de l'histoire. Aujourd'hui, dans ce grenier, la lettre de Monique en main, je me demandais ce qui se serait passé si j'avais connu la vérité. Trop tard. Léo avait refait sa vie. J'allais être mise à la rue. J'ignorais que Léo ne m'avait jamais rayé de sa vie. Qu'il me cherchait depuis 3 ans. Qu'il n'avait jamais cru Sandrine. Et surtout, que ce garçon discret avait hérité d'un empire technologique, le plaçant parmi les hommes les plus influents de France. La revanche qui se tramait n'était pas la mienne. J'essayais de survivre. Léo, lui, planifiait de faire du gala des Moreaux une soirée mémorable. 3 jours après ma découverte, Sandrine frappa à 7 heures. Papa t'attend. Prends tes affaires. Mon sursis était terminé. J'avais passé ces jours à emballer ma vie, l'héritage de ma mère biologique sécurisé. Ironiquement, cette sécurité financière accentuait ma détresse émotionnelle. Je n'avais plus besoin d'eux. Pierre et Valérie m'attendaient dans le bureau. Assieds-toi, ordonna Pierre. Je restai debout. Je m'en vais. Pas si vite. La mort de Monique soulève des questions juridiques sur ton statut. Mon cœur se serra. Ton adoption n'a jamais été finalisée, annonça Pierre. Monique a brûlé les étapes. Impossible. Tu as porté notre nom, ajouta Valérie, mais légalement, tu n'étais qu'en placement en vue d'adoption. Le jugement n'a jamais été rendu. La pièce tangua. Légalement, tu n'es pas une Moreau, conclut Valérie. Tu ne l'as jamais été. Ils ignoraient tout de l'argent. Une gratitude amère pour le secret de Monique m'envahit. Et maintenant? Demandai-je. Maintenant, tu prends tes clics et tes claques et tu démarres ta vie d'adulte, dit Pierre. Tu as jusqu'à ce soir. Je suis de la famille, répétai-je, la voix blanche. Valérie eut un petit rire méprisant. Chloé,
grandis un peu. La récréation est finie. J'ai compris que le décès de Monique n'avait fait que libérer leur véritable nature. Entendu, dis-je, je serai parti ce soir. Chloé, m'interpella Pierre, ce n'est pas contre toi. Mais nous ne pouvons assumer la charge de quelqu'un qui n'est pas de notre sang. Charge. Ce mot me transperça. J'ai rempli 3 valises et 2 cartons. Vêtements, livres, photos. Le reste, je l'ai abandonné. Dans le couloir, Sandrine et Valérie se disputaient déjà ma chambre. À 18h, un déménageur arriva. J'avais loué un studio près de la fac. En chargeant le dernier carton, j'aperçus la vieille 2 CV de Monique. Mon seul héritage tangible. Pierre me regarda partir depuis le perron. En m'éloignant, j'ai vu la propriété s'estomper dans le rétroviseur. Juste une coquille vide, habitée par des gens qui ne m'avaient jamais aimé. Sur la route, je me fis une promesse. Ne plus jamais pleurer des gens indignes de mes larmes. Le studio était correct, mais la solitude, écrasante. Sans repère, les journées étaient des déserts. Me faire des amis? J'avais oublié comment. J'étais seul. Totalement seul. Si seulement les Moreau m'avaient laissé en paix. 2 mois plus tard, je croisai Valérie au supermarché. Chloé, quelle surprise! Comment vas-tu? Sa voix était mielleuse. À son amie, Chloé vivait chez nous. Quelle jeune femme indépendante! Nous sommes si fiers. Elle me présentait comme leur projet de réinsertion réussi. D'ailleurs, ajouta-t-elle, on fête les fiançailles de Sandrine ce week-end. Entre nous. Tu comprends que ta présence serait déplacée. Cette nuit-là, j'ai compris qu'il pouvait désormais me nuire à distance, sans en assumer les retombées. J'ai décidé de m'effacer. J'ai déménagé dans une petite ville de Bretagne. Nouveau numéro, plus de réseaux sociaux. J'ignorais que ma fuite avait des conséquences. Que Léo Dubois, à la tête de son empire, remuait ciel et terre pour me retrouver. Disparaître fut ma meilleure décision. Quand nos chemins se croisèrent à nouveau, je n'étais plus la même. J'avais appris à me tenir debout, seul. 2 ans d'invisibilité. J'ai trouvé un travail dans une association d'aide juridique. Ironie du sort. Ma chef, Sylvie, une femme d'une 50aine d'années, me rappelait Monique. Tu as un don pour ça, me dit-elle un jour. Pourquoi ne pas finir tes études de droit? J'y songeais sans cesse. Mais j'étais bloqué. Mon identité s'était construite sur une quête d'amour impossible. Ma vie aurait pu stagner indéfiniment si Sylvie n'était pas tombée malade. Tumeur au cerveau. Opération urgente. Il faut que quelqu'un me remplace pour l'événement de la Fondation Moreau, me dit-elle. Mon sang ne fit qu'un tour. La Fondation Moreau. Ils organisent leur gala annuel. Il faut y aller pour recevoir leurs dons et faire une petite allocution. Quelqu'un d'autre ne pourrait pas y aller? Chloé, tu es notre meilleur élément. Je ne pouvais pas refuser. L'association avait besoin de ces fonds. D'accord, dis-je. Je m'en charge. Le soir, je fis des recherches. La fondation était la nouvelle marotte de Pierre. Sandrine et Valérie y occupaient des postes à responsabilité. Leur site web suintait l'hypocrisie. Leur mission, soutenir les enfants vulnérables et renforcer les liens familiaux. Ils avaient fait de mon histoire un argument marketing. Mon adoption était passée sous silence. Il s'était érigé une forteresse de vertu. Le gala avait lieu à la propriété, agrandi d'une salle de bal et d'une piste pour jet privé. En voyant les photos, la dévastation fit place à la colère. J'allais à leur gala. Non en victime, mais en témoin silencieux de leur imposture. J'ignorais qu'un autre drame se préparait. Léo avait hérité, 6 mois plus tôt, d'une fortune colossale. Il avait découvert le rôle de Sandrine dans notre rupture et enquêtait sur les Moreau. Il avait été invité au gala comme mécène potentiel. La semaine d'avant, j'ai acheté une robe sobre et répété mon discours. Je pensais être prête. J'avais tort. Sur un point, cependant, j'avais raison. En franchissant les portes de ce gala, je n'étais plus la jeune fille expulsée. J'étais prête pour une confrontation que je n'anticipais pas. Une confrontation non pas avec les Moreau,
mais entre eux et l'homme qui ne m'avait jamais oublié. Le jet privé décrivait des cercles dans le ciel nocturne quand j'arrivais. Je ne savais pas que je contemplais mon destin. La propriété était métamorphosée. La nouvelle salle de bal, un joyau de verre, éclipsait la bâtisse historique. J'ai garé la 2CV de Monique entre une Mercedes et une BMW. Je me suis présenté à l'entrée de service. La directrice des traiteurs, Linda, me tendit un uniforme. Dieu soit loué, vous voilà. Il nous manque 2 serveuses. Je la dévisageai. Il doit y avoir une erreur. Je suis ici pour une présentation. Elle me toisa. Je n'en sais rien. Madame Moreau a demandé que la représentante de votre association participe au service. Mon estomac se contracta. Quelle Madame Moreau? Sandrine Moreau, la directrice. Elle a dit que vous compreniez l'importance de mettre la main à la pâte. Le piège était si cruel, si méticuleusement préparé. Sandrine voulait m'humilier publiquement. Mais l'association dépendait de ce don. Parfait, dis-je. Où puis-je me changer? 20 minutes après, je déambulais dans la salle de bal, un plateau à la main, anonyme. Robert pontifiait près de la vente aux enchères silencieuses. Monique et moi avons offert cette stabilité à nos filles, disait-il à l'épouse du maire. Nos filles. Comme si je n'avais jamais fait partie de l'équation. Valérie s'affairait près du bar. Sandrine, sur une estrade, tenait un discours. La Fondation Moreau a été créée parce que ma mère, Monique, croyait que chaque enfant a le droit d'être aimé, déclara-t-elle. Elle s'appropriait les mots de Monique, les vidant de leur sens pour mieux me nier. Notre famille a soutenu des dizaines d'adoptions, continua-t-elle. Des familles qui n'abandonnent jamais. J'étais au fond de la salle, le plateau vacillant, quand son regard croisa le mien. Une seconde, son masque se fendit. Puis, le sourire revint, plus éclatant. D'ailleurs, reprit-elle, nous avons ici un exemple parfait de ce que notre fondation accomplit. Chloé, pourriez-vous nous rejoindre? Tous les regards se tournèrent vers moi. Je voulais m'effondrer. N'ayez pas peur, insista Sandrine. Voici Chloé. Elle représente une des associations que nous finançons. Un magnifique exemple de résilience. Je m'avançai, chaque pas une torture. Sandrine me hissa à ses côtés. Chloé travaille avec nos partenaires juridiques, expliqua-t-elle, son bras une étreinte de fer. La foule applaudit. Elle me transformait en produit de sa bienfaisance. Quelques mots? Me proposa TL. Je balayai la salle du regard. Je vis Pierre. Je vis Valérie, son téléphone capturant l'instant. Et puis, je le vis. Léo. Près du fond, plus mature, plus élégant. Mais son regard, intense, n'avait pas changé. Il m'avait retrouvé. Au moment le plus humiliant de ma vie. Sandrine suivit mon regard. Son bras se crispa. Chloé est un peu émotive, dit-elle avec un rire nerveux. La foule applaudit de nouveau. Sandrine me reconduisit hors de la scène. Sa poigne était brutale. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Siffla-t-elle. Je représente l'association. Je sais. Mais qu'espères-tu? J'ai vu ton regard. N'essaie même pas de créer un scandale. Elle avait vu Léo. Elle avait peur. Je suis très clair. Tu n'es rien. Tu es une employée. Tu l'as toujours été, tu le seras toujours. Elle tourna les talons. J'étais seul. Non. Léo s'approchait. Son visage exprimait la détermination de celui qui a enfin retrouvé ce qu'il cherchait. Je voulus fuir. Mais une agitation à l'entrée capta l'attention. Des hommes en noir. La sécurité présidentielle. Le président de la République française fit son entrée, accompagné de ses gardes du corps. Et à ses côtés, Léo. La salle retint son souffle. Léo n'était pas juste riche. Il frayait avec les plus grands. Sandrine, confuse, se précipita pour l'accueillir. Léo prit le micro. Merci de votre accueil. Je suis Léo Dubois, de Dubois Technologies, ici dans le cadre d'un partenariat humanitaire avec l'État. L'audience était impressionnée.
Mais je ne suis pas là pour les affaires, continua Léo, ses yeux rivés sur moi. Je suis ici pour honorer une personne exceptionnelle. Quelqu'un qui m'a appris que la valeur d'un être ne réside pas dans ses origines, mais dans sa force d'âme. Il me fixait. Mesdames et messieurs, annonça Léo, permettez-moi de vous présenter ma future épouse. Il s'avança vers moi, le président dans son sillage, sous le regard médusé de 200 convives et de la famille Moreau, livide. Je n'étais pas prête. J'étais encore cette serveuse. Et Léo, en chevalier servant, allait dynamiter mon existence, que je le veuille ou non.